Bonjour et bienvenue à cette formation présentée par la Société Leucémie et Lymphome du Canada intitulée Santé sexuelle et intimité après un diagnostic de cancer. Nous vous présentons le module 1. Je me présente, Juliane Pelletier, et je suis responsable des services à la communauté à la Société Leucémie et Lymphome du Canada. Donc, avant de débuter la présentation principale, j'aimerais vous faire part de notre mission et vous présenter quelques ressources qui pourraient vous être utiles à vous et aux personnes que vous soutenez. Donc, à la Société Leucémie Lymphome du Canada, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à la communauté des cancers du sang. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'une ou plusieurs de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour être visionnées à votre rythme. Puis, à la fin, vous recevez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes et plus de 1500 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Aussi, vous allez trouver des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, mais aussi sur les aspects psychosociaux, la survivance du cancer et bien plus. Donc, de nouvelles formations s'ajoutent régulièrement, puis plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Vous pouvez visiter le www.formationcontinuecancer au pluriel du sang.ca. Nous avons disponible sur notre site Internet différents outils éducatifs en différents formats, entre autres des balados, des vidéos animées et des feuillets informatifs sur les cancers du sang, les traitements et les aspects psychosociaux. Et vous pouvez d'ailleurs le télécharger notre feuillet ou encore écouter une webdiffusion sur la fertilité et le cancer. Tous ces outils peuvent être commandés via notre site Internet. Vous pouvez commander uniquement du matériel qui dirigera vos patients vers nos services ou demander également de la documentation sur le cancer du sang qui vous aidera à informer vos patients. Le tout se fait aisément et sans frais, puis la majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé sur notre site Web. Et grâce à ce formulaire électronique pratique, vous pouvez commander du matériel qui sera expédié à votre établissement, le tout en quelques clics seulement. Si vous avez des questions, il vous suffit de communiquer avec le ou la responsable des services à la communauté de votre région, puis nous sommes toujours très heureux de vous aider. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Pascale Rousseau. Pascale travaille pour la Société Leucémie Lymphome du Canada depuis août 2016. Elle a occupé plusieurs postes, toujours au sein des services à la communauté. Et depuis 2023, elle est la gestionnaire du programme communautaire à la Société Leucémie Lymphome du Canada. Mais ici, elle met son chapeau de sexologue pour vous présenter cette formation. Pascale a un baccalauréat et une maîtrise en sexologie et elle est membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. À toi, Pascale. Bien, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter la première partie d'une série de 3 formations sur la santé sexuelle et l'intimité. Alors, c'est la première partie, s'informer pour mieux soutenir. Alors, on va vraiment parler des dysfonctions en lien avec les dysfonctions de la réponse sexuelle, en lien avec le cancer et ses traitements. Donc, cette formation-là, je l'ai basée sur la formation de Ryan Booker qui s'intitule Optimizing Sexual Health and Intimacy After a Cancer Diagnosis, qui a été enregistrée en 2023. Donc, Réane, c'est une infirmière clinicienne en oncologie et en soins palliatifs avec plus de 20 ans d'expérience en soins infirmiers. Elle travaille au sein du programme de services de soins palliatifs et de fin de vie à Calgary, en Alberta. Elle détient un doctorat à l'École des sciences infirmières de l'Université de Victoria. Je me suis également basée sur l'unité 1 qui provient des modules d'auto-formation pour les infirmières de l'Association canadienne des infirmières en oncologie qui a été faite en 2020. Et c'est l'unité 7 qui est l'unité qui parle de santé sexuelle. Je précise aussi que ces formations-là ont été montées pour les infirmières et les infirmiers en oncologie, mais qui peuvent également être visionnées et les informations et les outils peuvent aussi s'appliquer à d'autres professionnels de la santé, comme par exemple les membres des équipes psychosociales.
Également, dans cette formation-là, la santé sexuelle et l'intimité va être abordée dans toute l'expérience du cancer, du diagnostic à l'après-cancer et même en soins palliatifs et en soins de fin de vie. Donc, je vous présente le plan de la présentation d'aujourd'hui. On va parler des objectifs, le rôle des sexologues, la définition de la sexualité. Bien sûr, on va aborder la sexualité et le cancer. C'est l'objectif, c'est le sujet de la présentation. On va voir les dysfonctions sexuelles en lien avec le cancer, l'oncofertilité, l'image corporelle, les ressources et on va finir avec les références. Et les objectifs pour la partie 1 de la formation vont être d'aborder le concept de sexualité dans le contexte du cancer, également d'expliquer l'impact potentiel du cancer et de son traitement sur la santé sexuelle et l'intimité, avec un focus sur les dysfonctions sexuelles. Donc, le rôle et la place des sexologues. Les sexologues font partie des spécialistes du domaine de la santé mentale et des relations humaines qui apportent une valeur ajoutée aux divers milieux. Donc, vous allez retrouver les sexologues dans plusieurs milieux, dans des écoles primaires, secondaires, des centres de services scolaires, dans le secteur de la santé et des services sociaux, dans les services correctionnels, l'enseignement supérieur au cégep, à l'université, en recherche, en enseignement en milieu universitaire, dans les milieux communautaires, dans les programmes d'aide aux employés et également en pratique privée. Donc, les sexologues possèdent une formation de baccalauréat ou de maîtrise en sexologie ou une formation équivalente reconnue par l'Ordre. Cette formation est centrée sur la compréhension du comportement et du développement sexuel de la personne, ainsi que sur l'apprentissage de savoir, savoir-faire et savoir-être, visant à l'amélioration, le maintien ou le rétablissement de la santé sexuelle. Les sexologues peuvent intervenir auprès d'individus, de couples, de familles, de groupes ou de collectivités. Et au Québec, le titre de sexologue est un titre réservé. Alors, toutes les personnes utilisant le titre de sexologue doivent être inscrites au tableau de l'Ordre des sexologues du Québec. Et le répertoire de l'Ordre va vous permettre de vérifier si une personne que vous voulez référer ou que vous voulez consulter est bel et bien sexologue. Alors, qu'est-ce que la santé sexuelle et la globalité de la sexualité? Donc, la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, mental et social qui va être relié à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l'absence de maladie, de dysfonction ou de limitation physique. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles plaisantes et sécuritaires, sans coercition, discrimination et violence. Et pour atteindre la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits sexuels de l'ensemble des personnes. La sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. Donc, ça fait beaucoup. La définition que vous avez entendue, c'est une traduction libre de la définition proposée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et la définition de la santé sexuelle de l'OMS prend en compte la personne et son environnement en établissant une relation d'influence entre les différentes dimensions qui composent la sexualité. Donc, la sexualité, dans sa globalité, ne peut donc pas se limiter à l'une ou l'autre de ces dimensions, puisqu'elle est influencée par l'interaction entre toutes ces différentes dimensions. Donc, quelles sont les dimensions de la sexualité? On en a parlé un petit peu plus haut. Alors, il y a 5 dimensions à la sexualité. La dimension biologique, psycho-affective, morale, socio-culturelle et relationnelle. Donc, la dimension biologique, ça concerne le développement du corps humain, son fonctionnement, la santé sexuelle et reproductive d'une personne. La dimension psycho-affective, ça concerne la satisfaction et la capacité d'affirmation d'une personne quant à son image corporelle, son identité de genre ou son orientation sexuelle, l'expression de ses émotions et de ses désirs, le développement de son imaginaire et de son intimité affective. La dimension morale, ça concerne les valeurs, les croyances et les principes d'une personne qui influence sa vision de la sexualité, oriente ses interactions avec les autres, guide ses choix et son jugement pour lui permettre de définir ce qu'elle estime être acceptable ou non. La dimension socioculturelle concerne les messages véhiculés à travers les pratiques culturelles et les normes sociales, et le cadre juridique qui définit les droits et libertés des personnes en matière de sexualité, en ce qui concerne notamment les violences sexuelles, le consentement,
la santé reproductive, la production et la distribution d'images à caractère sexuel. La dimension relationnelle, ça concerne le besoin qu'éprouve une personne d'être en relation avec les autres et son attitude à communiquer, à négocier et à résoudre des conflits, que ce soit dans un cadre amical ou amoureux. On va maintenant aborder la sexualité en lien avec le cancer. Donc, on a tendance à penser que les problématiques en lien avec la sexualité se présentent plus chez les personnes qui vont être atteintes de cancer de la prostate, cancer des testicules, cancer du sein, chez la femme, parce que c'est plus évident qu'il y a des répercussions sur la sexualité, mais vraiment, l'aspect de la sexualité est présent pour toutes les personnes touchées par le cancer et leur famille. Je vous présente ici un modèle très clair de Ryan Bowker qui représente les facteurs qui vont influencer la sexualité et les fonctions sexuelles des personnes touchées par le cancer. Donc, c'est l'histoire de la personne, son état de santé, ses valeurs, sa culture, sa religion, son partenaire, son âge, mais également ce que l'expérience du cancer apporte, donc le type de cancer, les traitements, les symptômes, etc. Et tous ces facteurs peuvent avoir un impact direct sur la sexualité et l'intimité. Le facteur au niveau des aspects psychosociaux va être très important. Donc, on vient de le voir dans les diapositives précédentes, la sexualité, c'est un concept large qui inclut l'estime de soi, l'image corporelle, les patterns affectifs, les rôles sociaux, ainsi que l'intimité physique et émotive. Donc, certains de ces facteurs qui influencent la sexualité vont précéder le diagnostic de cancer, puis d'autres vont surgir pendant et après l'expérience du cancer et des traitements. Et quelques-uns de ces facteurs sont associés au vieillissement normal, d'autres peuvent être liés exclusivement au cancer et au traitement. Et très souvent, il y a un chevauchement entre les deux. On sait également que la fonction sexuelle repose sur le fonctionnement intact du système nerveux, vasculaire et endocrinien, et que ce n'est pas seulement à ces fonctions du système corporel qu'on pense, mais le cerveau, c'est également l'un des organes sexuels les plus importants. On sait également qu'il peut y avoir une série de facteurs psychologiques qui peuvent contribuer à l'altération de la fonction sexuelle et de la sexualité, comme l'image corporelle, l'estime de soi, l'altération de l'humeur, la dépression, l'anxiété, la confusion des rôles sexuels et la peur. Et encore une fois, beaucoup de ces facteurs peuvent être affectés par le cancer durant les traitements. Donc, on va maintenant regarder la sexualité là, en lien avec les différentes étapes là, de l'expérience du cancer, donc durant le diagnostic. Et lorsqu'on pense à la sexualité à travers l'expérience du cancer, le moment du diagnostic peut ne pas sembler très important en lien avec la sexualité. Donc, dans différentes études qualitatives menées par Ryan Bowker, les personnes ont mentionné qu'au moment du diagnostic, donc l'accent est mis sur l'information à assimiler sur le diagnostic, sur les traitements, sur l'impact de la survie en particulier. Mais malgré tout, même si le diagnostic peut sembler ne pas être l'élément le plus important pour aborder la santé sexuelle, il peut y avoir des facteurs importants à prendre en considération. Si les personnes envisagent de préserver leur fertilité, c'est le moment pour le faire avant même d'entamer tout traitement contre le cancer. Durant les traitements, encore une fois, intuitivement, on peut penser que les personnes ne se préoccupent pas tant que ça de leur sexualité, de leur santé sexuelle pendant le traitement. Donc, il y a la gestion des effets secondaires, entre autres, qui peut sembler être la priorité. Mais certaines personnes ont toujours envie d'intimité physique et de proximité pendant le traitement. Puis, il peut y avoir des problèmes de sécurité en termes d'exposition du partenaire à la chimiothérapie et à d'autres agents. Donc, ça, c'est un sujet important à aborder. Et il y a de bonnes raisons de commencer l'évaluation et la gestion des problèmes de santé sexuelle plus tôt dans l'expérience du cancer, même pour des choses comme les changements dans la réponse sexuelle, puis je vais y revenir dans les prochaines diapositives, des difficultés de lubrification, difficultés d'érection. Si on peut les détecter assez tôt après que les problèmes ont commencé, on a une meilleure chance de gérer ces problèmes et certainement d'atténuer la détresse qui vont y être associée. Durant l'après-cancer, donc les questions, les discussions vont souvent être soulevées dans l'après-cancer. C'est génial parce que les personnes touchées et les partenaires vont tenter à ce moment-là de s'adapter à ce qu'on appelle la nouvelle normalité. Mais je répète ici l'importance de parler de sexualité et d'aborder les questions en lien avec la sexualité. Ça devrait se faire tout au long du parcours. Quand on pense encore au cancer avancé, dans les soins de fin de vie, encore une fois, on peut se dire que ce n'est pas le moment de désirer une intimité sexuelle. À ces moments-là, mais toujours dans les recherches de Ryan Bowker, plusieurs personnes touchées par le cancer, puis vous l'avez sûrement entendu dans vos milieux, il se peut qu'il ne s'agisse pas de rapports sexuels là, avec pénétration, d'intimité physique là, à proprement parler,
Mais les gens ont toujours du désir d'avoir une intimité émotionnelle et une proximité. Et il peut donc être très important d'aider les gens dans ce domaine, même en fin de vie. Il faut réaliser que les êtres humains, peu importe leur parcours, ici c'est le cancer, mais ils désirent vraiment une proximité physique et ou émotionnelle, et ce, même en fin de vie. Donc ici, on va aborder les mythes parce qu'il y a beaucoup de suppositions et de mythes qui vont être associés à la santé sexuelle. Ça dépasse le contexte du cancer. Donc, on va souvent se dire que la personne est trop âgée pour avoir des relations sexuelles. Pourtant, on sait que les personnes de tous âges ont besoin d'intimité physique et émotionnelle. On peut entendre la personne est trop malade pour avoir des relations sexuelles et c'est peut-être le cas, mais je pense on devrait vraiment ne pas présumer que c'est le cas et que la fonction sexuelle et l'intimité sexuelle peuvent encore être une priorité pour de nombreuses personnes, même si elles ne se sentent pas bien. On peut entendre aussi la personne ne pense pas à la sexualité à un moment comme celui-ci. Vous savez, la seule façon de savoir si c'est le cas, c'est de demander directement à la personne si c'est une priorité pour elle. De demander si c'est un problème ou non, s'il y a des problématiques. Si ce n'est pas un problème ou si ce n'est pas une priorité, la personne va vous le dire. Puis, lorsque potentiellement, ça va devenir un problème ou une priorité, lorsqu'il y a un problème qui va survenir, à ce moment-là, puisque vous allez déjà avoir ouvert et posé la question dans le passé, la personne sera plus à l'aise d'aborder ces questions avec vous. On sait également, d'après la littérature, que si les professionnels de la santé n'abordent pas directement la sexualité avec les personnes touchées par le cancer, les personnes n'auront pas tendance à le faire. Si on n'en parle pas, les personnes auront tendance à supposer que ce n'est pas important. Il est très important d'inclure des questions sur la sexualité et l'intimité dans votre évaluation. De plus, il est primordial, si les personnes touchées par le cancer signalent des préoccupations en lien avec la sexualité, de l'aborder et de les aider à trouver des solutions. On reviendra plus tard plus en détail sur le rôle du personnel infirmier et des professionnels de la santé en général dans la partie 2 de cette formation. Et pour terminer avec les mythes, si je vous partage un article très intéressant vous avez le lien, qui démontre que l'activité sexuelle est en effet associée à une plus grande joie de vivre chez les personnes âgées. On va maintenant aborder les différentes dysfonctions sexuelles en lien avec le cancer et ses traitements. Et ces dysfonctions-là vont être habituellement dues soit au cancer, ça peut être la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, thérapie hormonale, agents d'immuno-oncologie, greffe de cellules souches également, anxiété et dépression. Les changements dans la sexualité et le fonctionnement sexuel vont se manifester le plus souvent par des problèmes d'image corporelle, par une altération de l'anatomie sexuelle, par des changements dans le fonctionnement physiologique et des réactions émotionnelles à tous ces changements. Et dans les prochaines diapositives, on va regarder ensemble les changements dans la sexualité et le fonctionnement sexuel sous la loupe de la réponse sexuelle humaine. Donc, les informations dans les prochaines diapositives ont été prises, entre autres, dans un livre de référence qui est La réponse sexuelle et ses perturbations, qui a été écrit en 1990 par Anne-France Paradis et José S. Lafont, toutes deux sexologues et professeurs à l'Université du Québec à Montréal, au département de sexologie. Donc, en 1966, pour bien décrire les réactions anatomo-physiologiques déclenchées par les stimuli sexuels, de bien les comprendre et éventuellement de pouvoir saisir ce qui les entravait, Master et Johnson ont décrit et divisé en 4 phases l'ensemble des phénomènes observés dans le fonctionnement sexuel d'une personne. Et pour ce faire, ils ont, pendant 10 ans, observé la réponse sexuelle de 382 femmes de 18 à 78 ans et 312 hommes de 21 à 89 ans. Et à ce jour, c'est la plus grande étude de ce genre. Ce n'est pas la seule courbe ou le seul schéma de réponse sexuelle. Master Johnson c'est celle qui vous présente. Il y a Kaplan également. Donc, dans le livre de José Lafont, Anne-France Paradis, ils vont décrire là, tous les schémas de réponse sexuelle. Moi, je décide de vous présenter celle de Master Johnson. Donc, en analysant les résultats de leur étude, Master et Johnson ont divisé la réponse sexuelle humaine en 4 phases. La phase d'excitation, phase de plateau, phase d'orgasme et phase de résolution.
Et la phase d'excitation, c'est la réponse corporelle qui se manifeste à partir de stimuli physiologiques, soit internes, des pensées, des fantasmes, modifications hormonales, soit externes, des touchés, des images, sons, odeurs, textures, etc. La réponse caractéristique est l'érection chez l'homme et la lubrification vaginale chez la femme. La phase d'excitation a une durée variable suivant l'efficacité des stimulus et le bon vouloir de chaque partenaire. Elle peut progresser jusqu'au plateau et à l'orgasme ou s'interrompre si une contrainte ou un irritant physiologique et ou psychologique se produit, donc un enfant qui se réveille, quelqu'un qui sonne à la porte, des pensées traumatisantes qui se ramènent à l'esprit d'un des partenaires. La phase de plateau, cette deuxième phase, c'est davantage l'accentuation de la phase d'excitation qu'une autre phase complètement distincte. Et lorsque l'excitation persiste et progresse, le degré de tension sexuelle s'élève de plus en plus et on voit apparaître de la vasocongestion. Si une personne ne peut finaliser sa phase de plateau dans un orgasme, elle va se rendre directement à la phase de résolution qui peut alors être plus longue et parfois frustrante. La phase orgasmique, la troisième phase, est le point de jonction entre le paroxysme des tensions sexuelles et le début de leur relâchement. C'est une période très intense, mais en fait relativement courte, soit généralement de 5 à 15 secondes. Pour Master Johnson, orgasme et éjaculation sont synonymes. L'éjaculation chez l'homme et les contractions du vagin et de l'utérus chez la femme sont entre autres les manifestations de cette phase. Et la dernière phase, qui est la phase de résolution, c'est caractérisé par l'involution de toutes les tensions et congestions physiologiques, c'est-à-dire le retour à la normale. C'est une durée variable et généralement le relâchement de la tension s'effectue à un rythme directement inverse à celui de l'excitation. Donc, si l'excitation sexuelle montée en flèche, elle va redescendre aussi rapidement. Habituellement, les dysfonctions sexuelles en lien avec le cancer et ses traitements se trouvent le plus souvent dans la phase d'excitation et d'orgasme. C'est la raison pour laquelle nous allons explorer plus en détail ces deux phases importantes. Donc, au niveau des changements dans la phase d'excitation, et là, on est toujours en lien avec le cancer et les traitements, on va voir chez la femme et chez l'homme une baisse d'intérêt et de désir. Chez la femme, on va retrouver des symptômes vulvo-vaginaux, c'est-à-dire des difficultés de lubrification, de la sécheresse vaginale. Chez l'homme, on va retrouver des difficultés érectiles, donc une incapacité à obtenir ou à maintenir des érections, et également là, une diminution de la fermeté des érections. On peut trouver une perte des érections spontanées et des érections matinales. Regardons un petit peu plus en détail maintenant la notion de désir qui se produit à la phase initiale de la réponse sexuelle, soit lors de l'excitation. Donc, encore une fois, les changements de désir sont très communs chez les humains et ça peut vraiment arriver à n'importe quel type de traitement contre le cancer. Ça peut être en lien avec la chimio, la radiothérapie, la greffe de cellules souches, mais ça peut aussi certainement se produire lorsqu'on vieillit, par exemple. Et comme on l'a vu plus haut, pour Master Johnson, le désir se manifeste d'abord, suivi de l'excitation, puis de l'orgasme. Mais on sait que dans la vie réelle, que ça ne se déroule pas toujours de manière linéaire, que les gens peuvent ne pas être d'humeur ou ne pas avoir de désir sexuel spontané, qui peuvent ensuite avoir une vie sexuelle satisfaisante et agréable. Il n'est donc pas nécessaire que ça se déroule toujours de façon linéaire. Ça devient important parce qu'à mesure que les hormones changent dans le corps à cause du vieillissement ou à cause d'un traitement contre le cancer, il se peut qu'il n'y ait pas de pulsion sexuelle spontanée. Donc, peut-être que je ne suis pas d'humeur à avoir une relation sexuelle, mais quand mon partenaire s'approche, il commence à me masser doucement le dos, il se peut que le désir survienne. Et dans la vie, il y a toutes sortes de façons différentes dont le cycle de la réponse sexuelle peut se dérouler. Et dans sa présentation, Ryan Booker nous présente un modèle un peu moins linéaire, celui de basson que vous voyez à l'écran. Donc, afin de mieux évaluer et d'expliquer les multiples facteurs contribuant aux difficultés sexuelles des personnes touchées par le cancer, on doit construire un modèle raisonnablement simple de la réponse sexuelle humaine qui illustre, d'une part, le retour d'informations à l'esprit lorsqu'il orchestre la réponse sexuelle et, d'autre part, le concept selon lequel les expériences sexuelles peuvent être entreprises pour des raisons qui ne sont pas strictement sexuelles, mais qui sont basées sur l'intimité. C'est un modèle simple qui est présenté ici, qui intègre le désir sexuel réactif et spontané, la création ultérieure d'autres stimuli sous la forme d'émotions ressenties, l'excitation mentale subjective et l'appréciation exacte ou inexacte des changements physiques, génitaux et non génitaux, tous ces éléments contribuant à moduler la réponse sexuelle humaine.
Alors, toujours dans la phase d'excitation, les modifications de la fonction érectile, comme je l'ai mentionné, peuvent se traduire par des difficultés à obtenir des érections, des difficultés à maintenir les érections, une fermeté insuffisante pour les rapports sexuels avec pénétration, qu'il s'agisse de rapports vaginaux ou anaux. Et pour la présentation anale, la pénétration anale, les hommes ont besoin d'une érection d'environ 30% plus ferme par rapport aux rapports vaginaux. On sait également que les changements de la fonction érectile peuvent survenir avec le vieillissement et que plus de 50% des hommes de plus de 40 ans auront des problèmes d'érection à un certain degré. Il faut insister sur ce point, en particulier dans le cas du cancer de la prostate, où l'on observe un impact significatif du traitement sur la fonction érectile. Il peut y avoir différentes raisons pour développer des difficultés érectiles, donc des lésions nerveuses, des modifications au niveau des vaisseaux sanguins, des changements hormonaux ou même des difficultés psychologiques comme la dépression et l'anxiété. Il est important de noter que ces difficultés érectiles pourraient être présentes avant le diagnostic du cancer, donc c'est important d'en prendre compte durant l'évaluation. Alors, toujours dans la phase d'excitation, au niveau des raisons des difficultés de lubrification, on retrouve les traitements, les changements hormonaux, les difficultés psychologiques et une combinaison de l'un ou l'autre de ces éléments. Donc, abordons maintenant les changements dans la phase orgasmique. Alors, chez l'homme et chez la femme, on va retrouver des changements dans la sensation orgasmique, donc soit une diminution de l'intensité, une augmentation de l'intensité. On peut retrouver des orgasmes douloureux qu'on appelle dysorgasmie ou des pertes de l'orgasme qu'on va dire anorgasmie. Alors, toujours dans la phase orgasmique, les changements qu'on va retrouver chez la femme, on va retrouver de la dyspareunie. Donc, la dyspareunie, ça désigne des douleurs ressenties pendant et après les rapports sexuels. La dyspareunie peut être due à une blessure ou à un traumatisme pouvant être causé par une intervention, un dessèchement du vagin causé par une déficience en estrogène, un manque de lubrification. Au niveau des hommes, on va retrouver des modifications d'éjaculation, soit une éjaculation absente, anéjaculation retardée ou prématurée, des douleurs lors de l'éjaculation rétrograde et de la climaturie. Donc, dans l'éjaculation rétrograde, c'est la partie de la vessie qui se referme normalement pendant l'éjaculation, donc le col vésical, qui va rester ouvert, qui va entraîner le sperme dans la vessie. Les hommes qui souffrent d'éjaculation rétrograde peuvent avoir des orgasmes. Cependant, l'éjaculation rétrograde diminue la quantité de liquide éjaculé par le pénis et parfois, il n'y a pas d'émission de sperme. Donc, ce phénomène est bénin, mais peut être une cause d'infertilité. Concernant la climaturie, c'est une fuite d'urine lors de l'éjaculation chez l'homme. C'est le mécanisme de fermeture du col de la vessie ce qui peut se produire après une résection transurétrale de la prostate pour une hypertrophie de la prostate ou après une dissection rétropéritonéale des ganglions lymphatiques pour un cancer du testicule. Donc, pour les changements dans l'éjaculation, c'est plus rare dans les traitements contre le cancer du sang, mais on voit dans le cancer de la prostate et le cancer des testicules, par exemple, à cause des lésions nerveuses, il peut y avoir un retard ou une éjaculation prématurée, plus rarement, mais on peut parfois avoir des douleurs avec l'éjaculation et ça peut parfois être après la radiothérapie, où il y a des dommages ou une irritation de l'épididyme, ce qu'on appelle une épididymite ou une urétrite, qui peut causer des douleurs avec l'éjaculation. Peu ou pas d'éjaculation aussi, ça peut arriver. En ce qui concerne la fuite d'urine lors de l'éjaculation, c'est un effet secondaire courant de la chirurgie pratiquée pour enlever la prostate, la prostatectomie radicale. On l'appelle souvent aussi incontinence urinaire orgasmique. Et les changements dans l'orgasme chez les hommes et chez les femmes, ce qui est plus fréquent, c'est une diminution de l'intensité ou une perte de la sensation orgasmique et très rarement une augmentation de l'intensité. Et ça peut être dû à des lésions nerveuses ou à un dysfonctionnement des nerfs. Et on peut s'imaginer que si la pénétration est douloureuse ou si la personne a des craintes de l'activité sexuelle à cause de la douleur ou d'autres préoccupations, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur la fonction orgasmique. Au niveau des autres changements, donc la ménopause précoce qui n'arrive pas seulement à cause d'un traitement contre le cancer, mais bon, qui peut l'être. Donc, avec la diminution de l'estrogène produite, on voit apparaître des changements significatifs dans les tissus vulvo-vaginaux, en particulier, comme la sécheresse vaginale,
une diminution de la lubrification, ce qui peut rendre l'activité sexuelle douloureuse. Et si les rapports sexuels sont douloureux, on peut imaginer que ça peut certainement avoir un impact sur le désir et l'intérêt pour l'activité sexuelle et même pour l'orgasme. On retrouve également des symptômes urinaires et lorsque l'équipe médicale effectue des examens physiques, ils peuvent voir des changements dans les tissus vulvo-vaginaux ainsi que la résorption des petites lèvres et des altérations dans l'architecture vulvaire et vaginale peuvent se produire après une perte d'estrogène ou une insuffisance ovarienne prématurée. Et dans ce cas, on voit apparaître la ménopause précoce induite par le traitement. L'insuffisance ovarienne, qui peut être permanente ou temporaire, après les traitements qui sont utilisés pour les cancers du sang, en particulier pour les transplantations de cellules souches hématopoïétiques, même chez de très jeunes femmes, ce qui peut être particulièrement pénible et avoir un impact sur la fonction reproductive. Donc maintenant, concernant l'oncofertilité, on ne va pas s'y attarder très longtemps parce que ça pourrait vraiment représenter ou constituer une présentation à part. Et à la fin de la présentation, dans la section ressources, vous retrouverez des ressources en lien avec l'oncofertilité. Je mets ici le guide pratique en lien avec l'oncofertilité de l'ASCO. J'aimerais simplement souligner que dans la mesure du possible, vous devriez parler aux personnes avant le traitement, ce qui est difficile dans le contexte du cancer du sang, car très souvent, une fois que le diagnostic est posé, les traitements doivent commencer de manière urgente ou imminente, ce qui est certainement le cas chez les leucémies aiguës, par exemple. Donc, on n'a pas le luxe d'attendre 6 à 8 semaines pour poursuivre un cycle de fécondation in vitro, par exemple. Et pour des choses comme la fécondation in vitro ou la récolte d'ovules, il faut idéalement que la numération plaquettaire soit supérieure à 50, ce qui n'est pas toujours réaliste dans le contexte des leucémies aiguës. Donc, de plus en plus de centres de cancérologie ont un bon programme de fertilité et c'est très important d'avoir un processus d'orientation très urgent vers la clinique de fertilité qui reçoit les personnes en oncologie, le jour même ou le lendemain, dans la mesure du possible. Il faut que le personnel impliqué reconnaisse que la personne dispose d'une fenêtre de temps très limitée pour débuter les stratégies de préservation de la fertilité. Pour éviter les grossesses imprévues, il est important que les couples ne prennent pas pour acquis que la personne qui a eu un cancer est infertile. Certaines personnes dans l'après-cancer peuvent omettre d'utiliser un condom à des fins contraceptives, ce qui les expose à des risques de contracter des infections transmissibles sexuellement. Il y a quelques organisations au Canada qui peuvent aider à couvrir les coûts de la préservation de la fertilité. Ce qui est couvert en termes de coûts pour la préservation, la fertilité va varier considérablement d'une province à l'autre. Et ça peut être vraiment une énorme difficulté financière pour certaines personnes, ce qui peut être un défi. De plus, l'Association canadienne des infirmières en oncologie, dont la CIO, conjointement avec le groupe à fond, Association of Pediatric Hematology Oncology Nurses, et l'ONS, qui est le Oncology Nurses Society, ont publié en décembre 2024 une déclaration de position sur la préservation de la fertilité chez les personnes atteintes de cancer. On y retrouve 10 éléments importants sur la position de ces organisations. Je vais en noter 3 avec vous. Donc, la première est que toutes les personnes atteintes de cancer et leurs familles, quel que soit le traitement du cancer, le pronostic, le statut relationnel, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'âge, doivent recevoir des informations fondées sur des données probantes concernant leurs risques liés au traitement en matière de fertilité et d'options de préservation. Des conseils en matière de préservation de la fertilité auront lieu au moment du diagnostic et tout au long du continuum du cancer, y compris dans l'après-cancer, dans la langue préférée de la personne, son niveau de compréhension et en fonction de ses besoins d'apprentissage. Le personnel infirmier en oncologie est particulièrement bien placé pour évaluer la complexité et l'intersectionnalité de l'expérience individuelle et familiale et pour guider la personne et sa famille tout au long du processus de préservation de la fertilité. On va entendre maintenant des extraits de témoignages, alors pour un petit peu soutenir tout ce qu'on a appris dans cette formation. Donc, le premier extrait va être de Stéphanie. Donc, à l'aube de ses 25 ans, en 2019, Stéphanie recevait un diagnostic de lymphome hodgkinien. Elle est maintenant en rémission. Et le témoignage de Stéphanie a été diffusé lors d'une présentation en direct sur la fertilité et la sexualité en janvier 2021. Stéphanie nous a permis d'utiliser des extraits de son témoignage dans cette présentation et elle nous parle de son expérience en oncofertilité.
Le témoignage de Stéphanie va être suivi de celui de Janie. Donc, Janie, c'est un survivant de la leucémie lymphoblastique aiguë. Il y a eu un diagnostic en 2017. Janie a maintenant 34 ans. Il avait un enfant de 2 ans lors de son diagnostic. Et ce que vous allez entendre, ce sont des extraits de balado qui a été enregistré en 2021. Alors, bonne écoute. J'ai eu mon diagnostic de lymphome. Le matin que j'ai eu le diagnostic, mon oncologue m'a référé tout de suite en gynécologie. Il y avait une place, c'était vendredi après-midi, 4h moins quart. Donc, je vais au CHUM, à la clinique en fait, pas la clinique fertilité, pardon, mais voir le gynécologue. Tout de suite, un peu sur un coin de table, on me demande est-ce que on conserve seulement tes ovules, est-ce qu'on fait comment dire, est-ce qu'on demande aussi à mon copain qui était pas avec moi dans la salle, est-ce qu'on décide tout de suite là, de congeler des embryons. Donc là, j'étais comme un peu pris de court. J'ai décidé, bien que ça faisait 5 ans que j'étais avec mon partenaire, là, de simplement congeler mes ovules à moi. Donc, l'infirmière m'explique rapidement, on me donne une première dose là, de l'hormonothérapie. Je pars à la maison, donc je fais les injections pour la première fois. Là, le lundi, la clinique de fertilité. J'étais avec la clinique OVO pour ma part. Donc, les choses se sont faites vraiment rapidement. C'est d'avoir une prise en charge qui est assez rapide parce que dans mon cas, à moi, bien qu'on ne savait pas nécessairement le type de lymphome, on voulait s'assurer là, que je sois en mesure là, de faire du moins un cycle d'hormonothérapie là, pour pouvoir congeler un minimum de vie. Le secondaire de la médication, moi, pendant mon cycle menstruel, je n'ai pas vraiment là, comment dire, les syndromes prémenstruels là, qu'on appelle. Là, j'ai pas ça du tout. Donc, quand le gynécologue m'a parlé là, des effets secondaires que je peux expérimenter, je me dis, ah non, non, ça devrait pas, tout devrait bien aller jusqu'à temps que je sois en route pour le travail puis que 4 cônes oranges m'empêchent de prendre mon chemin habituel et que je me mette à pleurer en appelant, j'appelle ma mère en panique. Là. Donc, effectivement, là, on peut expérimenter, pour ma part, j'ai expérimenté beaucoup d'effets indésirables là, avec l'hormonothérapie, là, mais je vous rappelle que j'ai pu faire 2 cycles complets d'hormonothérapie, donc ça équivaut à peu près à 1 mois et demi là, de traitement. Donc, c'est à peu près 3 prises de sang par semaine. C'est beaucoup de suivi. Là. J'ai eu la chance d'être accompagnée aussi avec une infirmière de la clinique de fertilité qui a été d'une grande aide. Je dis pas que c'était l'expérience la plus, comment dire, ça a été assez difficile parce que ça nous amène à se poser beaucoup de questions. Là. Ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. C'était peut-être étonnant là, pour certains, mais c'est pas des discussions qu'on avait eues. Donc, ça nous amène à revoir aussi un peu est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce que ça nous amène à se poser beaucoup, beaucoup de questions. Puis, bien que la clinique de fertilité a été A1, c'est sûr que je sentais que l'approche était peut-être pas nécessairement adaptée pour moi, là, dans la mesure où j'étais pas une jeune femme là, qui avait, par exemple, des difficultés d'avoir du moins de fertilité, qui désirait vraiment avoir des enfants. Donc, par moment, j'ai trouvé l'approche qui était un peu difficile. Pas difficile, pardon, qui était peut-être plus ou moins adaptée à ma situation, mais c'est vraiment une question là, de perception dans mon cas. Donc, fait que c'est un peu l'expérience que j'ai eue en termes avec la fertilité. Par chance, je vous dirais peut-être, ça a été assez rapide. Là, 1 mois, quand les traitements de chimiothérapie furent terminés, j'ai recommencé mon cycle menstruel. Donc, mon oncologue était bien contente et moi aussi. Là. Pour ma part, là, je pense que je dis toujours que j'ai 14 bébés congelés en ce moment. Bref, 14 ovules. Donc, qui sont congelés pour une période de 5 ans. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ils vont pouvoir être utilisés pour ma progéniture. Mais je suis heureuse de savoir que si je désire avoir des enfants de façon naturelle, ça va être possible. Puis, je désire en avoir après tout ce que j'ai traversé à ce niveau-là. C'est la conclusion que j'en ai ressortie. Pour faire dans mon cas, moi j'ai eu de la chimiothérapie, j'ai aussi de la radiothérapie au cerveau. J'ai eu 10 traitements au cerveau, donc la radiothérapie et la chimiothérapie, c'est sûr, c'est des gros agents qui vont traiter, c'est sûr, les cellules cancéreuses, mais il y a aussi des effets secondaires reliés à ça, notamment au niveau de la fertilité. En fait, à ma grande surprise, parce que
au tout début du diagnostic, moi, j'ai pas été interpellé par ça parce que j'y connaissais absolument pas. Puis pour ma conjointe qui est pareil, infirmière clinicienne à l'Enfant Jésus, pour elle, l'effet du diagnostic, ça a été comme l'effet d'une bombe parce que ça, un enfant de 2 ans, plus après toute la gestion qu'il y avait à côté, elle n'y a pas pensé faire un test de fertilité parce que au niveau des traitements, c'est sûr que c'est agressif, radiothérapie, chimiothérapie, donc on a su par après qu'est-ce que ça pouvait avoir comme effet, mais au tout début du diagnostic, personne ne me l'a proposé, ça a été un oubli là-dessus, donc par chance, moi ça m'a pas trop affecté parce que on n'en voulait qu'un enfant, mais dans la démarche plus médicale et après ça l'expérience avec le patient, c'est sûr qu'il y a eu un manque là-dessus. Ça a plus affecté ma conjointe que moi, mais comme là au tout début on n'y a pas pensé, c'est après qu'elle m'a dit avec l'infirmière qui était là, est-ce qu'on t'a fait un test de fertilité? Non, personne me l'a proposé, puis personne a soulevé la question. Puis il y avait tellement avec ma conjointe, tellement de questions, tellement de choses à penser qu'à ça. Ça a été un manque, un oubli. Donc c'est sûr que pour les personnes qui nous écoutent là, qui sont au tout début d'un processus de cancer, de traitement ou autre, là, c'est une question à soulever puis à poser à son équipe médicale. Là. Donc, ça peut servir, cet oubli que j'ai eu peut servir à d'autres. Donc, il faut quand même y penser. Ouais. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces histoires. Alors, l'expérience de Janie est très différente de celle de Stéphanie, puisque Janie n'a pas pu bénéficier des services en lien avec la préservation de la fertilité. Donc, peu importe la situation, quand vous avez devant vous un jeune, il faut avoir cette conversation. On va maintenant aborder l'image corporelle. Alors, les perturbations de l'image corporelle peuvent profondément modifier la manière dont la personne se perçoit à titre d'être sexué. Donc, ces perturbations sont fréquentes chez les hommes et chez les femmes, et ce, selon le type de traitement. On voit fréquemment une perte de poids ou encore une prise de poids dans les cancers du sang à cause de la prednisone, surtout au niveau du visage. Il y a une perte de cheveux, surtout à cause de la chimiothérapie. Et après la transplantation de cellules souches, il peut y avoir différents types d'éruptions cutanées, des cicatrices, de la modification permanente de la peau. Et la chirurgie, l'ablation d'une partie du corps, donc le meilleur exemple évidemment c'est le cancer du sein, va avoir un gros impact sur l'image corporelle. Et même si le ou la partenaire rassure la personne touchée par le cancer, elle peut devoir composer avec une perception différente d'elle-même sur le plan sexuel et elle peut devenir réticente à se dénuder devant l'autre ou éviter des contacts sexuels. Elle peut aussi éprouver des sentiments de perte et de détresse. La morbidité sexuelle est présente pendant de nombreuses années après la fin du traitement et peut entraîner des effets à long terme sur les rapports intimes du couple. Donc, on va de nouveau entendre Stéphanie et Janie qui vont nous parler d'image corporelle. Oui, effectivement, on a une diminution de l'estime de soi. Pour ma part, là, ça a pas mal repoussé. Là, j'avais pas perdu complètement mes cheveux, mais bon, j'en avais perdu pas mal. J'avais peut-être physiquement pas pris de poids. Là, dans mon linge, je me sentais bien, mais j'ai fait beaucoup de rétention d'eau, là, donc moi-même, je me sentais un peu ballonnée. Donc, c'est sûr qu'on se sent vraiment, vraiment pas à notre top. Puis là, mon partenaire, par rapport, on en a discuté, puis là, il me disait, justement, tu sais, je voulais pas te mettre cette pression-là, mais là, moi, au contraire, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus présents à ce niveau-là, qu'ils me rassurent davantage, qu'ils prennent plus le temps, c'est ça, de me rassurer, puis de me faire sentir désirée, tu sais. Puis ça a pas été le cas nécessairement, donc il y a vraiment eu, comme vous pouvez voir, un gros manque de communication. Et le changement physique dû au traitement, chimiothérapie, radiothérapie, la médication, exemple la cortisone, c'est quand même quelque chose pour vrai, ça déforme un physique, la cortisone. Donc ça, pour avoir une vie couple, faut vraiment s'aimer, mais malgré le changement d'état physique, malgré la maladie. Puis ça, Catherine, il n'y a eu aucun changement. Honnêtement, on a réussi à garder des relations pareilles.
Donc, notre présentation tire à sa fin et avant de vous proposer des ressources, voici quelques éléments clés. Donc, les problèmes de santé sexuelle après un diagnostic de cancer sont fréquents et peuvent survenir après n'importe quel type de cancer ou de traitement. Les problèmes de santé sexuelle peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie et les professionnels de la santé négligent souvent cet aspect important des soins. Pourtant, ils et elles sont bien placés pour évaluer et aider à gérer les problèmes de santé sexuelle. Alors, voici quelques ressources. Donc, quelques organismes communautaires, la Société de leucémie et lymphome du Canada, la Société canadienne du cancer. Au niveau de la sexologie également, il y a différentes cliniques il y a l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, évidemment, que vous pouvez toujours consulter. Il y a quelques cliniques, la clinique de sexologie de l'UQAM, ainsi que la McGill Couple and Family Therapy Clinic, qui sont disponibles pour de la consultation, du counseling, de la relation d'aide. Je connais moins le McGill Couple Clinic, mais je connais bien la clinique de sexologie de l'UQAM. C'est une clinique universitaire de formation à la pratique de la thérapie en sexologie pour les étudiants et les étudiantes à la maîtrise en sexologie clinique. Elle offre des services de psychothérapie pour des difficultés liées à la sexualité et ces services sont prodigués par des stagiaires à la maîtrise en sexologie clinique sous la supervision de sexologues et de psychothérapeutes accrédités. La clinique à l'UQAM offre également des services de relation d'aide pour des difficultés liées à la sexualité offerts par des stagiaires en troisième année du baccalauréat en sexologie sous la supervision de sexologues. Et les stagiaires de la clinique de sexologie de l'UQAM ont fait la majeure partie de leur formation clinique. Donc, les ressources sont... les coûts sont très limités ou c'est gratuit, dépendamment là, des critères. Donc, je vous invite à consulter ces cliniques ou référer là, les gens que vous suivez à ces cliniques. Et concernant les ressources en oncofertilité, donc je vous en ai listé quelques-unes. Évidemment, vous avez accès là, aux documents PDF sur la plateforme de formation continue et puis vous pouvez avoir accès aux liens directement. Là, ça va vous amener aux bonnes pages sur le web. Donc, il y a différentes cliniques d'oncofertilité. Il y a aussi des cliniques là, directement des centres de cancérologie. Il y a l'association Infertilité Québec. Leur mission est de représenter les couples infertiles du Québec. Et cette organisation-là souhaite mettre à la disposition des personnes aux prises avec des problèmes de fertilité les dernières informations concernant l'infertilité pour qu'elles puissent faire des choix personnels et éclairés. Il y a d'autres groupes qui existent, Fertility Matters, Fertility Future. C'est surtout en anglais, mais comme je vous disais, là, je liste plusieurs cliniques de fertilité des centres hospitaliers. Donc, avant de terminer, je vous invite fortement à écouter les deux autres formations, deux autres présentations là, qui sont en lien avec la formation sur la sexualité et l'intimité. La partie 2, on parle des changements dans les relations intimes durant et après un diagnostic de cancer. Et dans la partie 3, je vais être rejointe, c'est pratique clinique, je vais être rejointe par Frida Dibon, qui est une infirmière. On va discuter des stratégies qui permettent d'optimiser la santé sexuelle et l'intimité après un diagnostic de cancer, ainsi qu'on va partager les ressources que les spécialistes en onco peuvent utiliser pour répondre aux préoccupations des personnes touchées par un cancer en matière de santé sexuelle et d'intimité. C'est majoritairement là, des histoires de cas, on répond à... C'est une conversation, si on veut, entre moi et Frida, où on amène des cas cliniques. Donc, je vous invite vraiment à écouter la présentation. Et finalement, voici mes références. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Au plaisir. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Donc, nous vous invitons à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner les autres formations disponibles et pour accéder au module 2, les relations intimes lors de l'expérience du cancer, et au module 3, pratique clinique. Je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui va vous aider à diriger vos patients et leurs familles vers nos services, comme nos feuillets détachables. Aussi, n'hésitez pas à diriger les patients vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qui a été nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Donc, merci beaucoup et à bientôt.